raison de la fondation ICAR, fondation Ah, je te dis. créée par l'ex-colonel Allez, vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Ah là là, je vais me lâcher, je vais me lâcher. Donc, Il y a un je suis bien blague, pion. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, tu m'as dit que je te Fais-toi laisse le plaisir. mettre. Ah ouais, je te laisse le mettre. Alors, vous avez une main qui est ouverte avec une statue sans tête, Ouais. avec 2 ailes. C'est la déesse Nike. Alors pas Nike, j'ai Nike, mais Nike, N-I-K-E, comme la marque de Godasse. La déesse Nike, donc grecque, parce que ça, ils aiment bien la mythologie. La déesse Nike, c'est la déesse de la victoire. Elle a été découverte sur les îles Ioniques, comme Ion. Et il se trouve que dans ces îles, tous les dieux qui sont là-bas sur place, parce que j'ai été voir ce que c'était, et ça s'appelle des manés, ou alors des divinités, alors il faudrait chroniennes, qui sont des divinités telluriques. C'est-à-dire que c'est des divinités dans le sol. C'est marrant parce que moi, quand j'entends parler de Dieu, les 3 monothéistes, c'est que là-haut, on ne parle jamais du sol. Je sais pas pourquoi, mais on parle jamais du sol. Et là, j'ai commencé à comprendre. De toute façon, je savais, hein, j'avais été manipulée, mais j'ai commencé à comprendre, et c'est que je comprends aussi pourquoi les flics me regardent bizarre des fois maintenant. Des fois, je retrouve les mêmes d'ailleurs à 800 km d'écart, mais ça, c'est un autre sujet. J'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à m'intéresser à leur histoire de mythologie et tout ça. Moi, je ne suis pas sur l'analyse des mythes qui nous permet de faire des compréhensions de la vérité, mais j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et là, qui pas que je découvre que cette déesse, la déesse Nike, là, elle se trouve à la pyramide du Louvre. T'as bien entendu. Elle se trouve à la billetterie. Alors avant, quand tu rentrais au musée du Louvre, tu as la grande pyramide en verre et tu descendais, tu allais à la billetterie et puis après tu allais à droite, tu montais un premier palier et là tu avais cette statue. Voilà. Donc voilà, tu as de chaque côté, donc à droite et à gauche, donc le hibou. Figure-toi que le hibou, quand on s'est présenté avec Linda, parce qu'à l'état-major, j'étais avec Linda en fait, hein, et avec une autre maman, Rachel, bah, figure-toi que quand je suis arrivée à l'état-major, sur le balcon de l'état-major, il y avait un hibou. Je dis là, il se fout de ma gueule, je te jure. Ensuite, de l'autre côté, tu as le phénix, hein, et il se trouve que cette symbolique-là, c'est aussi la symbolique du savoir des baptismes. Là, je dis, ah ouais, là, ça va loin. Ça va loin. Donc voilà. Pourquoi alors je rien contre Monsieur Gadoulet, mais je comprends qu'il faut qu'on sauve le bocal. Ce monsieur m'a manipulé au niveau ésotérique. À son insu, j'y crois pas. Il est assez intelligent. Ce monsieur était initié à l'opératif. Ça ne veut pas dire que tous les opératifs sont méchants, attention. D'autant plus qu'il a fait un tableau pour sa fondation où j'ai été en plus. Là, je me suis fait avoir, mais grave. J'ai signé le tag de fondation avec 5 autres personnes, on s'est tous fait avoir de toute façon. Dans ce tableau, il a fait donc la représentation de cette déesse, sauf qu'il lui a rajouté une tête avec une auréole en or. J'ai soumis au comme ça. Ouais, au niveau symbolique, ça a été loin. Et en dessous, il est marqué en langage des anges, post tenebra lux, qui est l'adage de Genève, qui veut dire après les ténèbres, la lumière. Et alors, le langage des anges, c'est là qu'après j'ai commencé à m'intéresser à toutes leurs conneries de mysticisme et tout, parce que moi je suis comptable, alors si c'est ordonné, j'essaie de comprendre le petit mot. Le langage des anges, c'est le langage d'Enoch. Enoch, c'était un patriarche antédiluvien. Enoch, c'est aussi l'anagramme de Noche, auquel on rajoute le H. C'est même pire que l'anagramme, c'est même mieux que l'anagramme, c'est l'inverse. Or, l'inverse de nuit, c'est jour. Parce que là, c'est facile à comprendre. Il faut savoir que les courants telluriques de la planète sont entretenus par la lumière. Quand la nuit tombe, les courants telluriques petit à petit s'enlèvent. Et après, ils reviennent la journée. Je fais une parenthèse juste parce que comme je vois Icar, ça me fait penser au film I comme Icar d'Yves Montand de 1979. Et bien tout le monde m'en parle de ce film, figure-toi. Qui présente l'expérience de 1000 grammes justement. Je l'ai regardé pendant le Covid, je connaissais de nom le film mais je l'avais jamais vu. Et justement pour l'anecdote, dans le film il y a une scène qui est assez sidérante parce que c'est ce qu'on a vécu pendant le Covid. Entre autres c'est une chaise électrique et un cobaye
où justement, alors Yves Montand, lui, il supervise, enfin il regarde les opérations d'extérieur, il y a quelqu'un qui supervise les opérations, et il y a quelqu'un qui est chargé de faire monter la charge électrique, et l'individu hurle, mais on lui dit vas-y continue, et l'autre continue, et à un moment le cobaye est sur le point même de mourir, et à un moment, eh bien, celui qui manipule l'électricité décide d'arrêter. Mais on lui a dit, à ce moment-là, on lui dit mais pourquoi vous êtes allé aussi loin pour charger l'électricité? Il dit c'est parce qu'on m'en a donné l'ordre. Donc il suivait l'ordre, il obéissait à l'ordre, l'institution, et donc du coup il était prêt à quasiment tuer le cobaye parce que c'était un ordre venu des institutions. Donc ça fait aussi appel au principe de désobéissance civile lorsqu'on applique quand on ne veut pas appliquer une règle illégale, justement, on revient toujours à ce principe d'illégalité. Voilà, donc au-delà de ce blason, je remarque aussi que Jean-Marc Gadoulet est un ancien officier français issu des unités spéciales. Après, bon, j'arrive pas à voir le texte direct, mais voilà, il a quand même un cursus. Oui, il défend depuis près de 30 ans les valeurs dans lesquelles il est si profondément impliqué. Au cours de ses différentes missions, il a traversé des terres enrichissantes et rencontré des gens formidables. Il a récompensé par les plus hautes distinctions nationales pour ses réalisations. Voilà, bon, ça c'est le site d'Icar Fondation. Ensuite, au-delà de ce blason, tu as la géobiologie. Ouais. Alors, attention, Monsieur Gadoulet est de notre côté, je le dis et le redis. Après, qui m'est manipulé, c'est un autre sujet. Je pense pas qu'il s'est fait manipuler parce qu'il ne serait pas arrivé à son niveau, il n'aurait pas été agent 007. Alors, quand tu dis qu'il est de votre côté, c'est-à-dire c'est-à-dire que moi, je l'ai eu au téléphone il y a quelques années, il avait compris que j'avais tout remonté le système. Et il m'a dit 3 mots, 3 fois, 3 choses. Il m'a dit 3 fois, il me dit je te dirai pas 4, ça va être très clair, j'étais en pleurs au téléphone. Il m'a dit Juliette, les têtes du dragon sont toutes. C'est-à-dire que c'est un scénario de tremblement de terre qui nous attendait, version Apocalypse de Saint-Jean. On va être clair. Mais pourquoi il t'a manipulé alors? Il t'a manipulé par quels aspects? Les aspects ésotériques que tu comprends après. D'accord. Tu sais, quand c'est des gens, sachez que si quelqu'un a des connaissances des services secrets, ne leur faire jamais confiance. C'est quelqu'un qui est toujours en action malgré qu'il soit en retraite. Qu'est-ce que c'est le cercle 4-2? Le cercle 4-2, c'est comme Bilderberg, c'est des réunions informelles, mais ils traitent que tous les sujets de notre pays, de notre société. Voilà. Il y a des chaires, il y a l'université Dauphine qui chapeaute. Ça, j'ai découvert ça dans votre rapport. Voilà, vous avez tout ça. On a découvert ici récemment la fondation de Jean-Pierre Raffarin, qui est le représentant de la Chine à l'heure actuelle. C'était aussi l'invité de la Fondation. Voilà, exactement. Alors là, il y a un curieux mélange parce que Raffarin avait sous son aile un certain El Karaoui, qui était le neveu de 2 ministres tunisiens, qui lui a mis en place le club du XXIe siècle, où il y a pèlerins, etc., et qui parle d'une France islamique. Et où
surpris qu'on semble découvrir cette confrérie que moi je trouve terriblement dangereuse pour la bonne et simple raison justement qu'elle pratique ce qu'on appelle l'entrisme. Et donc c'est bien pour ça, c'est-à-dire qu'elle passe sous les radars. Et donc, mais avec quels objectifs ? Eh bien, l'objectif, c'est clair, c'est le but final, c'est un califat mondial. Eh bien, oui, mais quand on... Sur base de quoi pensez-vous cela ? C'est ça la difficulté. Vous lisez le rapport. Mais je l'ai lu et moi j'ai été frappé par quelque chose, Francis, honnêtement. Vous remplacez les frères musulmans par francs-maçons, vous avez un propos complotiste d'il y a 50 ans. Donc moi je veux bien, mais je voudrais qu'on me donne des faits et pas des supposés. On croit que, on associe... Voilà, un peu mon problème. Oui, donc c'est un groupe qui a été créé donc en Égypte en 1928 et qui est devenu donc de plus en plus efficace et de plus en plus important dans les années 60 et qui a maintenant gagné l'Europe. Et ce qui est assez étonnant dans le rapport français, c'est qu'on dit que la Belgique est le carrefour européen de la mouvance frériste, et le rapport français dénonce le, entre guillemets, laxisme des autorités belges. Oui, il n'y a rien derrière. Il y a ces phrases-là, mais il n'y a pas d'évidence. Si, il y a donc des organisations qui sont citées. La Ligue des musulmans de Belgique, c'est bien le CIIB, excusez-moi, donc Collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique, et la Fédération des organisations islamiques en Europe. Toutes les trois seraient liées effectivement aux frères musulmans. Et ce qui est, je trouve, assez inquiétant, c'est que justement, elles pratiquent l'entrisme, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui pratiquent des attentats, mais ce sont des gens qui infiltrent les organisations. Je veux bien le croire.